La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 7 mars 2025. Il s'appelle ce matin l'importance d'être inconstant. Wall Street s'alarme de plus en plus de l'impact économique des décisions de Donald Trump et d'une certaine inconstance dans les annonces de la Maison Blanche. La stratégie est certes connue, mais est-elle totalement maîtrisée? En tout cas, les indices ont piqué du nez hier aux États-Unis avant de trouver un petit peu de réconfort post-séance dans les résultats de Broadcom. Les chiffres mensuels de l'emploi outre-Atlantique et une allocution de Jérôme Powell, le patron de la Fed, vont venir clôturer cette semaine boursière agitée. Est-ce que Donald Trump est en train d'être pris à son propre jeu? J'aimerais autant éviter de passer pour un gros naïf en imaginant que oui, mais il est quand même visible que Wall Street, qui est censé faire la pluie et le beau temps aux États-Unis, est en train de s'agacer des cabrioles du président américain. Le dernier rebondissement en date de la saga sur les droits de douane est une exemption pendant un mois de tous les produits canadiens et mexicains couverts par l'accord de libre-échange existant. Juste après avoir annoncé des surtaxes de 25%, puis en avoir écarté l'automobile, puis avoir laissé entendre qu'il n'y aura pas d'autres exemptions. Tout le monde a bien compris que Donald Trump utilise les annonces fracassantes comme un levier de négociation en temps réel, mais les revirements sont si rapprochés que cela commence à ressembler à de l'improvisation stérile. Je souligne régulièrement dans ces colonnes que les investisseurs peuvent s'adapter à peu près à tout, mais ils ont quand même le plus grand mal à tolérer les phases d'incertitude accrues. Wall Street exprime des doutes depuis quelques semaines déjà sur l'impact des offensives massives de la Maison Blanche en matière sociale, commerciale et géopolitique, et la baisse de 2,4% du S&P 500 depuis le 1er janvier en est une preuve. Le principal indice boursier new-yorkais est revenu sous son niveau du 5 novembre dernier, c'est-à-dire du jour de la victoire électorale de Donald Trump. Et là, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une sorte de jeu à somme nulle pour Wall Street, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Les financiers américains ont peur désormais que l'économie américaine ne soit embarquée dans un début de tempête parfaite à base de ralentissement économique, de montée du chômage et de maintien de l'inflation à haut niveau. Wall Street pense que Donald Trump garde un œil sur le parcours des actions parce que des chutes trop importantes minent la confiance, le patrimoine des Américains et dégradent son image de winner. Et de là à penser qu'il ajuste ses déclarations en fonction des évolutions indicielles, eh bien il n'y a qu'un pas, mais le président américain a balayé cette idée hier en affirmant qu'il ne regarde même pas les marchés. Pour autant, les grandes banques d'affaires américaines ont tout ce que l'on appelle un Trump put intégré à leur stratégie, c'est-à-dire un niveau plancher de S&P 500 à partir duquel elles estiment que le président américain devra infléchir sa politique pour ne pas faire dérailler les marchés financiers. À quel niveau se situe ce Trump put? Eh bien, j'en reparlerai dans les jours qui viennent. En attendant, la séance de la veille a failli se transformer en déroute à Wall Street. Les valeurs pétrolières et quelques segments défensifs ont permis de limiter la casse sur le Dow Jones. Il n'a perdu que 1%. Les investisseurs se sont rués assez logiquement sur les valeurs ennuyeuses, par exemple l'opérateur télécom Verizon, plus 3,2%, l'assureur santé United Health, plus 2,5%, ou McDonald's, qui a gagné 1%. Manger, communiquer et se soigner, c'est la base, et c'est évidemment assez défensif. Mon voisin Emile, du haut de ses 95 ans, aura bien ajouté Pernod Ricard à cette liste. Alors à l'inverse, le marché a fait une nouvelle overdose de valeurs technologiques, comme le montre le décrochage de 2,8% du Nasdaq 100. Il a perdu 9,8% depuis son record du 19 février dernier, donc en moins d'un mois. Nvidia pour sa part a encore cédé 5,7%, ça a porté ses pertes à 22% sur les 3 derniers mois. Quant à Tesla, eh bien c'est le tiers de sa valeur qui s'est évaporé au cours des dernières semaines. Le compartiment technologique pourrait toutefois trouver un petit peu de réconfort dans les bons chiffres publiés hier soir après la clôture par Broadcom. Le titre flambait d'ailleurs de 12% post-séance, mais il n'y a quand même pas de garantie de propagation au reste de la cote. En effet, les forces qui sont à l'œuvre actuellement, essentiellement macroéconomiques, dépassent les capacités de rebond de la technologie, même dopée à l'intelligence artificielle. J'ajoute que le secteur bancaire, en forme olympique ces derniers mois, a lui aussi payé un lourd tribut hier. Pourquoi? Parce que les valeurs financières n'aiment pas la dégradation du contexte économique. Parmi les éléments qui sont susceptibles de détourner un petit peu l'attention de la guerre commerciale, figure aujourd'hui la perspective d'une solution diplomatique à la guerre en Ukraine. Des représentants de Washington et de Kiev doivent se rencontrer la semaine prochaine. Les États-Unis n'ont pas vraiment fait de mystère, Volodymyr Zelensky doit se plier à la signature d'un accord économique sur les ressources naturelles de son pays s'il veut le soutien américain. La Banque centrale américaine a aussi son rôle à jouer. Les remous causés par la politique de Donald Trump ont peut-être remis en selle un assouplissement monétaire plus prononcé que prévu cette année.
année. Les données sur l'emploi de février aux États-Unis qui seront publiées à 14h30 tout à l'heure donneront du grain à moudre aux prévisionnistes. Ce qui est sûr, c'est que hier, Christopher Waller, qui est membre des gouverneurs de la Fed, a indiqué qu'il ne voit pas de baisse de taux en mars. La décision sera rendue le 19 mars, mais en revanche, il pense qu'il pourrait y avoir 2 voire 3 baisses de taux d'ici fin 2025. Son patron, Jérôme Powell, doit prononcer une allocution à 16h30 aujourd'hui. Le marché devrait chercher dans ses commentaires des éléments pour se rassurer. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la baisse domine largement. Tokyo lâche plus de 2%, Sydney 1,8%. C'est un petit peu mieux à Taïwan et en Corée du Sud qui sont sans doute aidés par le sursaut de Broadcom. Les deux marchés limitent la casse en cédant 0,5%. La Chine est en baisse, mais modérément après un parcours remarquable ces derniers jours. Et enfin, en Inde, comme souvent, on est un peu à contre-courant et autour de l'équilibre ce matin. Les places européennes, elles sont attendues en vive baisse. Elles avaient plutôt bien tenu hier dans un contexte de volatilité accrue. Dans l'actu des sociétés ce matin, en France d'abord, le lanceur Ariane 6 construit par Arianespace, qui est une coentreprise entre Safran et Airbus, a effectué son premier vol commercial avec un succès hier. Vivendi évalue sa valeur d'actifs net à 4,83 milliards d'euros après le démantèlement du groupe. BNP Paribas a réaffirmé son engagement à soutenir le financement des entreprises de la défense en Europe. Nexans affirme que le contrat Great Sea Connector se poursuit comme prévu après une rumeur selon laquelle un client du spécialiste des câbles a suspendu ses paiements en raison de l'ingérence présumée de la Turquie dans le projet. SPIE organise aujourd'hui une journée investisseur. Atos a lancé le regroupement de ses actions en bourse. Polygon et Amar Family Office ont acquis chacun la moitié de la participation restante de 7% de la Sofina dans GL Events. L'ex-PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, sera jugé en octobre pour manipulation de cours. Et on a parmi les publications de fin de semaine de Small Caps en France, Frey, Savencia, Tour Eiffel, Prodware, Banijay, Gaumont ou encore DBV Technologies. Ailleurs en Europe, Universal Music Group, Salvatore Ferragamo ont publié leur trimestriel hier soir. Par ailleurs, Lloyds, le banking group, transfère des emplois informatiques qualifiés du Royaume-Uni vers l'Inde selon les infos du FT, et ThyssenKrupp va supprimer 1800 emplois dans sa division automobile. Sur l'agenda des publis en Europe ce matin, pas grand-chose. OTP, Elia, SFS Group ou encore Tokmanni. En Amérique du Nord, on a donc une belle hausse de Broadcom hier soir après la clôture et après ses trimestriels. C'est le cas aussi pour Gap qui a gagné 18% malgré des prévisions assez mitigées. Côté baisse, HP Enterprise chutait de 20% et Costco perdait 1,2% après ses trimestriels. Le fonds Sycamore va racheter Walgreens Boots pour 23,7 milliards de dollars, ça représente environ 11,45 $ par action. Alimentation Couche-Tard, le groupe canadien, étudie la possibilité de vendre certains de ses magasins aux États-Unis en cas d'accord de rapprochement avec le japonais Seven & I. J&J va interrompre les études de phase 3 de son médicament expérimental destiné à traiter les troubles dépressifs majeurs. Meta prévoit d'introduire des fonctions vocales améliorées dans son dernier modèle de langage open source Llama 4. ServiceNow va transférer son siège social à Palm Beach selon Bloomberg et le PDG de Las Vegas Sands quittera ses fonctions en 2026 mais restera comme conseiller de transition pour le nouveau CEO. En Amérique du Nord, la principale publication du jour, c'est le canadien Constellation Software. Ailleurs dans le monde, le conseil d'administration de Nissan devrait se réunir le 11 mars pour discuter des successeurs potentiels de son CEO. Samsung Electronics cherche un responsable des affaires publiques américaines ayant l'oreille de Donald Trump selon la presse nippone, et SBI a démenti l'information selon laquelle elle négocie avec SK Hynix et United Microelectronics au sujet d'une usine de fabrication de puces au Japon. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous.